Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast « Laisse-moi te raconter ». Comme on l'a vu précédemment, Ali a remporté le combat qui l'opposait à Georges. Un combat titanesque qui s'est déroulé à Kinshasa devant des millions de téléspectateurs, durant lequel personne ne pouvait prédire la fin du scénario jusqu'à ce qu'il n'intervienne. 1 an plus tard, après 3 défenses victorieuses de son titre, sonne l'heure des retrouvailles entre Ali et son vieil ennemi, Smoking Joe. Ce combat, d'une violence extrême, connu comme étant l'un des plus sauvages de l'histoire de la boxe, clôturera la série des 4 épisodes consacrés à Mohamed Ali. Laisse-moi te raconter Mohamed Ali partie 4, Tria in Mania. Ali est remonté au sommet de la gloire. Il est le meilleur boxeur du monde et personne ne peut contredire cette vérité. Sa victoire à Kinshasa, après un combat épique dans lequel il a parfaitement orchestré la partition en faisant faire à son adversaire ce qu'il attendait de lui, fait d'Ali l'homme qu'il se dit être, le plus grand de tous les temps. Pourtant, Ali, tout comme Joe, veulent une 3e rencontre. La première défaite d'Ali contre Joe lui a laissé une cicatrice qui ne s'est jamais vraiment refermée. Lui qui voulait une carrière sans la moindre défaite est tombé de haut ce 8 mars 1971. Bien qu'il ait pris sa revanche en gagnant contre Joe 3 ans plus tard, cela ne fait qu'une victoire partout. Il faut un 3e combat qui finira définitivement de les départager. Don, le promoteur qui avait monté le combat au Zaïre, conçoit cette 3e manche, cette fois aux Philippines. Les Philippines sont un ensemble de plus de 7600 îles situées en Asie du Sud-Est entre Taïwan et l'Indonésie. La boxe est l'un des sports individuels les plus populaires dans ce pays. D'ailleurs, c'est le sport qui a ramené le plus de médailles aux JO. Elle a produit de nombreux champions tels Pancho Villa, Nonito ou encore Manny. Manny ayant été l'un des 2 seuls boxeurs de l'histoire à avoir obtenu des titres mondiaux majeurs dans 6 catégories de poids différents. Pour se préparer, Ali doit combattre 3 adversaires censés être faciles, mais tout ne se passe pas comme prévu. Le premier adversaire, Chuck, est censé être un combat de reprise facile après Kinshasa. Pourtant, contre toute attente, il fait bien plus que résister en allant au 15e round et en étant arrêté pour KO technique après avoir envoyé au tapis Ali. 2 mois plus tard, Ali affronte Ron. Ron ressemble à Georges et Ali compte employer la tactique qu'il a utilisée à Kinshasa, faire frapper son adversaire pour le fatiguer et accélérer quand il sera à bout de force. Mais Ron ne tombe pas dans le piège et force Ali à boxer. Peu actif durant la majorité des reprises, Ali fait parler sa vitesse et sa force au 11e round. Finalement, l'arbitre arrête le combat. Victoire d'Ali. 1 mois plus tard, 3e combat qu'il gagne à la décision après 15 rounds acharnés contre un Hongrois. Le combat contre Joe s'annonce palpitant. Comme à son habitude, Ali utilise les médias pour faire monter la mayonnaise. Son charisme, sa personnalité, son éloquence attirent les journalistes. Il provoque sans arrêt celui qui, rappelez-vous, a été à un temps donné son ami. Mais de l'eau a coulé sous les ponts et de l'amitié, on est passé à de l'animosité. Et de l'animosité, on est passé à une haine tenace, viscérale, celle qui fera que Joe n'aura qu'une idée en tête, détruire son adversaire. Pourtant, Ali, à l'aise devant les micros, va petit à petit se mettre une partie du public à dos. Trop dur dans ses propos, il devient outrancier. Devant les journalistes, il dit « Joe est juste un type ordinaire. Il n'a ni envergure ni intelligence. Si vous l'écoutez et que vous m'écoutez, vous verrez qu'il ne peut se comparer à moi intellectuellement. » Ali compare Joe à un singe, un gorille plus précisément. Devant les caméras, il brandit un petit gorille en peluche qu'il frappe en expliquant qu'il fera la même chose sur le ring. Et puis, il sort cette fameuse phrase tout en rime. Ce sera saignant, ce sera glaçant, ce sera terrifiant quand je vais me faire le gorille à Manny. Ali insiste, il va trop loin, il dérape.
Il est tellement laid que même les aveugles font demi-tour quand ils le croisent. Il est laid, laid, laid. Non seulement il est moche, mais en plus, on peut le sentir depuis un autre pays. Que vont penser les gens de Manny en le voyant? Que nous autres, les Noirs, sommes des animaux ignorants, stupides, laids et qui puent? Joe, comme à son habitude, ne répond pas aux attaques. Il attaquera en bonne et due forme, sur le ring. Sa stratégie est simple, terrasser son adversaire. Il explique dans une interview « Je ne veux pas le mettre KO. Je veux lui faire mal. S'il tombe, je le relèverai moi-même pour continuer. Je veux lui arracher le cœur. » 1er octobre 1975, 10h45, Araneta Coliseum, Manny. La chaleur est suffocante, plus de 38 degrés, mais surtout un taux d'humidité extrême. Alors que l'arbitre parle de l'énorme trophée que remportera le vainqueur, Ali, fantasque comme à son habitude, va le prendre au centre du ring et le ramène dans son coin, comme si le combat était déjà gagné. La foule est hilar et le speaker doit s'interrompre. Joe, quant à lui, reste imperturbable. Dans son coin, il est déjà dans son combat. Proudly present the Thriller in Manila. Premier round, les adversaires commencent à se juger. Joe enchaîne les esquives, il est très mobile. À de nombreuses reprises, Ali casse la distance en s'accrochant au cou de Joe. Rien de très palpitant. Et puis, il reste une vingtaine de secondes dans ce round quand Ali réussit à ébranler son adversaire. Joe se rapproche de lui et essaye de l'ajuster avec un jab, mais reçoit un crochet du gauche qui finit sur son crâne. Mais surtout, un deuxième crochet fulgurant qui termine sa course contre sa mâchoire. Joe vacille contre les cordes. Ali en profite pour enchaîner les coups et remporte cette première reprise. Deuxième round, Ali s'accroche au cou de son adversaire pour se reposer. Mais l'entraîneur de Joe savait qu'il allait faire cela et avait averti l'arbitre. Ce dernier met en garde Ali de ne pas recommencer, sous peine de sanction. Autre technique utilisée par Ali, tendre son bras vers Joe pour l'empêcher d'avancer et réduire son champ de vision. Champ de vision dont il va être grandement question un peu plus tard. À quelques occasions, Ali décroche une droite du bras arrière, tellement rapide que Joe ne peut l'esquiver. Troisième round. Ali tente de refaire la tactique utilisée contre George, se laisser bloquer dans les cordes et encaisser les coups de son adversaire. Joe ne s'en prive pas, mais Ali semble hermétique à ses coups de boutoir. Joe n'arrive pas à trouver la solution. Il essaye de passer en force, mais Ali ne bronche pas. Et puis, d'un coup, Ali sent que son adversaire est moins rapide, moins puissant, et il sort de son apparente torpeur pour faire parler ses poings. Des coups si rapides et si nombreux que Joe ne peut tous les esquiver. Le public se met à hurler. La violence est à son paroxysme. Pourtant, Joe ne recule pas. Il se protège, encaisse et continue d'avancer. Le combat est énorme. Les rounds se succèdent et sont équilibrés. Aux coups surpuissants que donne Joe, Ali répond par des coups si rapides qu'il tombe en rafale. Les deux hommes se rendent coup pour coup. Des coups qui coucheraient n'importe qui et qui pourtant sont encaissés sans broncher par les deux Américains. Bien malin est celui qui saurait prévoir la fin de ce combat. Joe dira plus tard « À Manny, je lui ai mis des coups. Ces coups auraient pu faire s'écrouler des immeubles. » Pourtant, Ali reste debout. Lito, un journaliste sportif assis autour du ring, explique « On ne pouvait pas prendre de notes. Notre table tremblait sous l'effet des coups échangés sur le ring. C'était aussi brutal que ça. » Le 10e round, Ali le passe quasiment exclusivement dans les cordes. On dirait que Joe est en train de le punir de toute son arrogance pré-combat. Ali est-il trop épuisé qu'il ne peut plus combattre ? C'est possible, vu la dépense énergétique fournie par l'un et par l'autre depuis la première reprise. À ce moment précis, on imagine qu'Ali va finir par céder et tomber KO. Mais Ali ne veut pas que cette impression reste dans la tête du public et surtout de son adversaire. Aussi, dès la reprise du 11e round, il se remet en mouvement comme il sait si bien le faire et va de l'avant. Il réussit à blesser sérieusement Joe à l'œil gauche. Le temps fait son œuvre et on voit bien désormais que les deux hommes ont bien puisé dans leurs réserves. Le sang coule. D'ailleurs, la première dame dira « C'était littéralement très sanglant. Les coups étaient si puissants que les alentours ont été aspergés de sang, tachant les vêtements des spectateurs, y compris les miens. » 12e round. L'envie est toujours là des deux côtés, mais la fraîcheur n'est plus. Même si, à de rares occasions, on voit de beaux enchaînements, les coups sont beaucoup moins rapides qu'au début. Un petit peu plus d'une minute que le 13e round a commencé et Ali décroche un lourd crochet droit qui fait voltiger le protège-dents de Joe.
Pourtant, le combat continue, ce qui est très dangereux car un coup d'Ali pourrait casser facilement les dents, voire la mâchoire de Joe. À ce moment précis, on pressent que c'est Joe qui va finir KO. Nous ne sommes plus dans un combat, mais dans une mise à mort. 14e et avant-dernière reprise. Les deux combattants sont plus qu'épuisés. Ils ne veulent rien montrer, mais ils ne peuvent pas le cacher. Seule l'adrénaline et l'orgueil permettent aux deux de rester debout. Après quelques coups donnés, la plupart contrés, ils se collent au corps à corps. Joe a l'œil gauche tellement gonflé qu'il en est presque aveugle. Pourtant, comme depuis le début du combat, il continue d'avancer. Ali arrive tout de même à donner des coups bien ciblés sur la tête de Joe et plus précisément sur son œil droit qui est extrêmement gonflé. Joe n'est plus assez lucide, assez rapide pour les esquiver. En plus de l'œil, il a désormais la bouche éclatée et le nez cassé. Cela fait plus de 40 minutes que les deux pugilistes se frappent dessus. Ils sont totalement exténués. Que va donner le dernier round? Qui l'emportera et de quelle manière? Par KO? Par décision de l'arbitre? Voilà la cloche de la fin du 14e round. Il n'en reste plus qu'un. Enfin, s'ils en sont encore capables. Les deux boxeurs vont dans leur coin. Ali a les bras en croix. Il est exténué. Il peine à reprendre son souffle. Il demande à son entraîneur de lui couper les gants. Pour gagner du temps? Pour abandonner? Peut-être. On ne le saura jamais. À l'opposé, Eddie, le coach de Joe, explique à son poulain qu'il va jeter l'éponge. Il sait une chose que personne ne sait. Joe est quasiment aveugle de l'œil gauche depuis plus de 10 ans. Et les coups qui lui ont été portés à l'œil droit durant le combat font qu'il ne voit presque plus rien. Il boxe à l'aveugle. Et puis, Eddie connaît très bien Ali. Il sait qu'il est encore capable d'infliger des blessures irréversibles à son boxeur. Mais Joe ne veut pas entendre ça et dit à son entraîneur qu'il va finir le combat. Il ne veut pas abandonner. Il ne veut pas que les insultes qu'il a subies d'Ali restent sans punition. Il veut la victoire, quitte à y laisser sa vie. Mais Eddie a déjà vu des combattants mourir devant ses yeux et il ne veut plus que ça se reproduise. « Je le veux, boss. Reste assis, fils. Tu as assez donné. Personne n'oubliera ce que tu as fait aujourd'hui. » Eddie se retourne, fait signe à l'arbitre qu'il arrête le combat. Angelo, le coach d'Ali, n'en croit pas ses yeux. Il a vu que son homologue a jeté l'éponge, ce qui signifie que son boxeur a gagné. Il s'empresse de le dire à Ali, qui se lève et brandit le poing droit au ciel, très vite félicité par tout son staff qui l'entoure. Mais Ali se sent mal, fait un malaise et tombe au sol. Il a tout donné, vraiment tout donné, et ne tient plus sur ses jambes. Son staff le redresse et le fait s'asseoir sur sa chaise, essayant de lui donner de l'air avec une serviette qu'on agite devant lui. Après ce combat, Ali n'en rajoute pas des tonnes comme il a pourtant l'habitude de le faire. Ça a été le combat le plus dur de ma vie. J'ai cru apercevoir la mort, et ce n'était pas qu'une image. Il lance même des louanges à son adversaire, chose très rare. Joe m'a obligé à me dépasser comme personne auparavant. Je peux le dire au monde entier. C'est un grand homme, que Dieu le bénisse. Ce match allait être le dernier grand combat de ces deux protagonistes. Cependant, il suscite beaucoup d'interrogations. Que se serait-il passé si Eddie n'avait pas jeté l'éponge? Il a voulu préserver la santé de son boxeur alors que ce dernier aurait donné sa vie pour gagner ce combat. Pourtant, Eddie est resté sur sa décision. Comme le dit Ali, lui et moi sommes arrivés à Manille en champion, nous en sommes repartis en vieillards. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Mohamed Ali ne laisse pas indifférent. Une chose est sûre, il a été un grand champion, un très grand champion même. Mais comment parler de ce champion sans avoir une pensée pour son entraîneur Angelo qui l'a coaché durant toute sa carrière? Être coach, c'est aimer son athlète, le connaître par cœur et gagner sa confiance pour en tirer le meilleur. C'est ce qu'a réussi à faire Michel pour l'un des plus beaux exploits français au JO. Mais ça, c'est une autre histoire.